Amis téléspectateurs, voilà, nous sommes au Sénat le 24 septembre 2014. Nous allons assister tout à l'heure là au petit déjeuner avec le sénateur Monsieur Michel Savin qui explique la proposition de loi sur les collectivités et bien sûr le club professionnel. Donc on veut moderniser complètement le modèle économique du sport professionnel. Comment moderniser cela? On va les savoir tout de suite là. On part en déjeuner de presse pour comprendre comment faire évoluer les choses, comment professionnaliser en fait ces sports, ces clubs qui des fois ont du mal à boucler leur budget et ont souvent recours aux collectivités locales. Bon, on va voir la proposition de loi de monsieur le sénateur Michel Savin, Françoise Boug et Alain Dufaux, Bernard Sauguet, le sénateur qui travaille sur cette proposition de loi. On va assister à ces petits déjeuners de presse. Allons-y. Peut-être que d'autres de vos collègues vont nous rejoindre. Alors peut-être avant de passer, je pense qu'il y a sûrement des questions qui vont être posées. Je vais vous faire une présentation assez rapide de cette proposition de loi. D'abord, proposition de loi qui a été déposée au mois de juillet et qui a été co-signée par mes collègues, vous l'avez vu, Françoise Boug, Alain Dufaux et Bernard Sauguet. Donc cette proposition reprend un petit peu les éléments de la mission d'information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales que j'ai eu l'honneur de présider, qui avait rendu son rapport le 29 avril dernier. Et le travail de notre mission, le bilan, ça avait été d'identifier les bases d'un nouveau modèle du sport professionnel. Alors, sport professionnel tel qu'il pourrait un peu s'affirmer dans les années futures et revenir à repenser aussi en conséquence le rôle, ce qui nous paraissait aussi important dans le même cas, des collectivités territoriales. Mais au-delà donc de ces perspectives de long terme, plusieurs de nos recommandations visaient à répondre à une double nécessité. Aujourd'hui, avec un outil sur les permettre aux collectivités territoriales de passer en revue l'ensemble de leurs dépenses afin de trouver des sources d'économie, ces situations. Vous apprendre qu'aujourd'hui les collectivités sont soumises à des arbitrages sévères pour trouver des économies dans le financement, il y a un système de gestion. Deuxième recommandation, comment favoriser l'évolution de notre modèle de sport professionnel bien sûr la recette vers le modèle qui se met en place aujourd'hui en Europe. Raccroché à ces équipements. On a rencontré des gens plusieurs clubs et installations chez nos collègues la recette allemands billetterie n'est pas la principale recette prévue dans l'organisation. Mesurer l'évolution qui avait été réalisée dans ces pays-là. Donc nos conclusions sont d'abord le fruit de rentabiliser, de mieux échanges avec l'équipe, qui va permettre à la société de tirer des bénéfices. Aujourd'hui, je pense à Arsenal, à Schalke, donc aujourd'hui, on pas non plus et aussi à des fédérations comme la Fédération anglaise de rugby, des systèmes mais aussi les organisateurs du tournoi de Wimbledon veulent rester propriétaires. On souhaite que les redevances. Ces conclusions ne peuvent être ignorées si on souhaite que nos clubs, et c'est je crois qu'un des objectifs au niveau du milieu sportif, du monde sportif, mais aussi on veut inciter, même dans ce cas-là, que des discussions puissent s'ouvrir entre les clubs au niveau, au plus haut niveau, et notamment au niveau européen. Avec un bail. Alors, quels sont ces constats et ces conclusions? J'en vois au moins trois. Tout d'abord, il convient de rappeler que nulle part en Europe, le sport professionnel rentable, ce qu'on appelle le sport professionnel rentable, c'est essentiellement le football, celui qui draine bien sûr des sommes considérables et qui fonctionne comme une véritable activité économique. Nulle part en Europe, cette activité ne fait l'objet de subventions publiques. Seule la France aujourd'hui se distingue avec de cette pratique européenne, ce qui pose, bien sûr, encore une fois, cette question dans ces temps un peu de disette budgétaire. Deuxième constat, les stades. Un mouvement important est à l'œuvre en Europe, notamment depuis la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne, mouvement qui s'illustre par la construction de nouveaux stades dont les clubs sont les propriétaires. En effet, dans ces pays, le stade devient ainsi un actif qui peut être valorisé dans le bilan comptable du club, mais surtout le permet de produire de nouvelles recettes.
au travers des loges, des salons et autres manifestations. Et cela remet en cause le modèle français de propriété municipale. Donc, il n'y a pas d'obligation. Mais aussi la collectivité, le recours au PPP encore qui une fois, prive le club une partie des recettes d'exploitation tout en grevant fortement les finances locales, mais j'y reviendrai, notamment la suppression des subventions de fonctionnement. Sur l'investissement. Troisième constat qui me tient particulièrement les villes à et cœur, les collectivités qui veulent est celui du rôle social et civique des clubs lors de professionnels. nos entretiens, Nous avons constaté en Allemagne et encore plus en Angleterre que la responsabilité sociale des clubs était considérable. Patrimoine Chaque saison, ce sont près de 40 millions de livres sterling qui sont consacrés aux projets socio-éducatifs, simplement par les clubs de la première ligue, plusieurs au travers de leur forte soit dotation. la collectivité En France, reste seuls 5 clubs ils sont dotés de fondations, le droit d'occupation de l'équipement correspond vraiment des 400 au 000 coût que euros, peut représenter pour la très loin collectivité des sommes qui sont cet mobilisées équipement. dans nos. Mais ça peut être aussi par un bail. Ces constats nous ont invités donc à recommander un changement de notre modèle d'organisation du sport professionnel. Qui lui après. En fait, ces gère son évolutions équipement sont déjà en cours ou comme illustre, carrément à la vente. Mais différents il y a projets, aucune notamment la obligation pour les construction du nouveau stade collectivités de de l'Olympique vendre leurs Lyonnais. équipements. Elles auront le choix de Sur la région lyonnaise, le il y projet aura un panel du qui métro va être Racine assez large, 92 voilà, sur Paris. Mais aussi, nous avons rencontré les dirigeants de la fédération, le projet de la Fédération française de rugby avec son grand stade de 82 000 de façon places. juste, parce que là aussi. Mais même si elles sont le fruit d'initiatives un peu disparates, ces projets ne s'inscrivent pas encore dans une vision globale qu'il est de la responsabilité à nos yeux de la puissance publique d'accompagner au travers d'un cadre législatif adapté. Cet argent-là, s'il n'est pas versé. Alors, pour avancer vers ce modèle, il nous est apparu qu'entre sport professionnel et collectivités territoriales, c'est ce qui avait été présenté lors de la remise de notre rapport, des transferts étaient devenus donc indispensables entre les collectivités et le monde du sport professionnel. Donc, cette proposition de loi que je présente ce matin comporte 3 grands transferts qui concernent, 1, la répartition entre les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Le deuxième, c'est le montant et l'objet des aides des collectivités territoriales. Et enfin, l'exercice de la responsabilité sociale du sport professionnel. Le premier changement majeur vers lequel il conviendrait donc d'avancer concerne la fin des subventions et des achats de prestations sans véritable. Je pense qu'en Allemagne et en Angleterre, il y a des grands clubs et des. Si on lit, si vous avez lu tous les rapports, aussi bien sur le rapport d'inspection de la mission d'évaluation de la politique de soutien préalable de juillet 2013, mais aussi les différents rapports qui se succèdent de la. Moi, je pense que non. De la Cour des comptes, des clubs, ces subventions. Si demain on veut qu'il y ait un maximum de clubs français qui régulièrement ne respectent pas l'européen, il faut leur donner les moyens. Puisqu'elles devraient être strictement consacrées des missions d'intérêt général. Les collectivités, au lieu de cela, il est prouvé qu'elles financent donc les dépenses de fonctionnement des clubs et participent donc à l'inflation salariale, permettent à ces clubs qui nous semble de pouvoir tout à fait inacceptable déjà avec les tenues en particulier de la situation des finances publiques. Il y a près de 500 millions d'euros par an qui reversent de droits TV. C'est maintenant aux spectateurs, aux téléspectateurs, mais aussi aux entreprises de financer le sport professionnel. C'est pourquoi je pense que la proposition de loi, dans son article 1er, prévoit de supprimer la possibilité pour les collectivités territoriales de subventionner les clubs professionnels qui perçoivent plus de 10 millions d'euros par an. J'entends bien au titre des droits d'exploitation audiovisuelle. Mais on ne peut pas continuer dans les faits ce pays à faire des rapports, des propositions limitent bien sûr les 10 millions qui concernent uniquement pour le moment les clubs. C'est un vrai changement de culture, c'est un vrai. L'article 2 prévoit également de supprimer la possibilité pour les collectivités territoriales d'acheter des prestations de services aux clubs professionnels de Ligue 1. Priorité, mais elle autorise dans le même temps sujet-là expressément même des partenariats avec des fondations ou des fonds de dotation de ces clubs pour mener des actions d'intérêt général que vous décrivez. C'est de l'autre côté était prévu dans la loi. Est-ce que ceux qui étaient un peu les qui soient rappelés avec, comme j'ai dit tout à l'heure, ce partenariat qui est possible entre les collectivités et les clubs, mais par l'intermédiaire d'actions d'intérêt général au travers des fondations ou fonds de dotation. Concernant le modèle économique des clubs, il faut sortir du schéma dans lequel les collectivités territoriales financent
ne plus avoir les moyens de pouvoir lutter sportivement, et lorsqu'elles n'ont plus les moyens européenne, et je pense que c'est pas ce qu'on veut, ce que personne veut, comme les PPP, soit on leur donne la possibilité de conserver à tout prix, encore une fois, un certain contrôle de leur stade local. Et puisque les clubs sont devenus des entreprises et qu'ils cherchent tous à augmenter leurs revenus, il n'est pas anormal à mes yeux qu'ils deviennent également propriétaires de leurs moyens de production. Des personnes qui soient. C'est pourquoi l'article 3 de cette proposition de loi prévoit de modifier l'article L113-1 du Code du sport pour permettre aux collectivités de subventionner bien sûr la construction de nouveaux stades et de nouvelles arénas dont les clubs deviendraient les propriétaires. Et pas que ce soit uniquement propriété de la collectivité, c'est bien les clubs qui deviendraient propriétaires pour ce qui permettrait aux collectivités de pouvoir subventionner. Alors, j'ai pas eu de joueurs, certains sports, mais ces investissements. Ce même article 3 donc ouvre également aujourd'hui les possibilités pour les présidents, c'est un peu la solution de garantie d'emprunt pour aider les clubs à boucler leur financement. Une telle évolution a été rendue possible même par la décision de la Commission européenne qui met des fois les élus qui a validé en décembre dernier le deuxièmement, remettre en cause un système, c'est toujours un petit peu délicat, mais l'article 4 de la proposition de loi interdit donc à l'avenir aux collectivités territoriales de recourir au PPP. C'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. Elles ne sont pas les utilisateurs. Si vous ne faites pas ça, bien sûr, une parenthèse, les collectivités pourront toujours ce type de situation recourir à cette procédure dans le cadre d'équipement, mais ça peut arriver sur d'autres grands clubs. Si demain le partenaire s'en va, qu'est-ce qui se passe? D'aménagement du collectivité de territoire avec... On prend l'exemple de stades qui ont été construits à 100% par la collectivité. Si le partenaire privé avait mis de l'argent dedans, peut-être qu'il serait... Il ne serait pas parti aussi rapidement du club et il aurait posé la question pour l'écouter. J'ai mis 50%. Ce même article prévoit également un mécanisme permettant aux collectivités déjà engagées dans un GPP pour construire ou gérer un stade, transférer je peux réorganiser, réinvestir, comment je peux me pour essayer de ne pas perdre cet argent-là. Quand on ne met pas d'argent, on s'en va. Pour autant, je crois qu'il est important de laisser libre les collectivités de garder ou non les stades qu'elles possèdent. C'est plus tenable. Aujourd'hui, un certain nombre de stades sont propriétés des collectivités. C'est la vision que j'ai aujourd'hui de la situation des collectivités vis-à-vis du sport professionnel. On a pu mesurer le projet qui a été travaillé, mis en place et qui aujourd'hui est un modèle qui, à nos yeux, est tout à fait pertinent. Mais elles doivent, comme c'est le cas au Havre, pouvoir en déléguer la gestion au club récit. Si l'on peut comprendre que pour des raisons de tradition ou d'identité, et on l'a entendu notamment, je prends toujours pour exemple le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, une collectivité souhaite rester propriétaire de son stade. Il nous semble par contre essentiel de prévoir que les nouveaux stades ne pourront être construits principalement grâce à des fonds publics. Et l'article 5 donc, de cette proposition de loi prévoit ainsi que le montant des fonds publics alloués à la construction des nouvelles enseignes sportives dédiées au sport professionnel ne pourra pas dépasser 50% du total du coût de la construction. La transparence ne pourra pas, elle, seule rétablir l'image du sport professionnel, nous en sommes tous conscients, qui a été abîmée par les excès du sport business. Pour ce faire, les clubs devront faire un effort en matière de responsabilité sociale. Nous pensons que l'augmentation considérable des moyens des clubs professionnels, comme leur popularité auprès de la jeunesse, leur donne de nouvelles responsabilités et qu'il leur incombe de prendre leur part de travail sur le renforcement de notre cohésion sociale. Donc l'article 6 de cette proposition de loi prévoit ainsi que les ligues créent leurs propres fonds de dotation et leurs propres fondations, tandis que l'article 7 étend cette obligation à l'ensemble des clubs professionnels, quelle que soit leur discipline. Enfin, l'article 8 de la proposition de loi prévoit que les collectivités territoriales pourront aider, et là aussi je pense que c'est un gros travail qui est à entamer avec les clubs, aider des fonds de dotation des clubs en contrepartie d'actions d'intérêt général et éducatives, ce qui n'était pas possible encore aujourd'hui compte tenu de la loi de 2008 de modernisation de l'économie. En conclusion, je dirais que c'est un véritable changement de culture qui a été proposé par la mission commune d'information du Sénat et qui est porté par cette proposition de loi. Le sport professionnel a changé, la situation des collectivités territoriales également. Il est temps d'en tirer les conséquences. Alors, beaucoup de rapports ont été faits ces dernières années, beaucoup
de propositions ont été faites, mais sans passer à l'acte. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de passer à l'acte en adoptant donc en adaptant le droit et les usages de cette nouvelle réalité. Donc, je demanderai à la rentrée parlementaire, c'est-à-dire la semaine prochaine, à mon groupe politique, d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat. Et je pense que cela devrait être raisonnablement possible avant la fin de l'année 2014. Au-delà de ce débat, je pense aussi que cette proposition de loi devrait pouvoir être utile afin d'enrichir par voie d'amendement le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République qui devrait être débattu au Sénat en première lecture à la fin donc, du mois de novembre. Voilà, deux occasions de pouvoir aborder ce projet dans les prochains mois au Sénat. Voilà, mesdames, messieurs, la présentation assez rapide, mais vous avez eu l'ensemble des documents de cette proposition de loi. Je suis à votre disposition pour pouvoir répondre à l'ensemble. Donc c'est ce que nous, on souhaite essayer de corriger par cette proposition de loi. Une question concernant, en fait, vous avez fait référence aux deux clubs, enfin deux pays, l'Allemagne et l'Angleterre. Ils ont une culture du sport, et aussi leurs clubs, ils ont des produits dérivés, ils vivent avec ces produits dérivés, il y a une masse de fonctionnement, de communication assez importante. Or, ici en France, il n'y a pas cette culture, les clubs, c'est des petits clubs, il y a les grands clubs, donc il y a un décalage par rapport à cette proposition de loi qui est Je pense qu'en Allemagne et en Angleterre, il y a des grands clubs et des petits clubs aussi. Il n'y a pas que des grands clubs en Allemagne, il n'y a pas que des grands clubs en Angleterre. Encore une fois, je pense que le préalable, c'est se dire, est-ce qu'on peut continuer dans ce système? Moi, je pense que non. Mais dans l'intérêt des clubs, si demain on veut qu'il y ait un maximum de clubs français qui soient compétitifs au niveau européen, il faut leur donner les moyens, il faut qu'ils se donnent les moyens d'être compétitifs. Or, les collectivités, je le redis, c'est fini. Donc, il faut qu'on trouve un autre système. Et l'autre système, c'est de permettre à ces clubs de pouvoir avoir des recettes. Ce qu'ils ont déjà avec les droits TV, qui ont fortement augmenté. Genre, la Ligue 1, c'est près de 500 millions d'euros par an qui ont reversé de droits TV. C'est quand même pas rien. Donc, comment augmenter les ressources de ces clubs? Je pense que la solution, et on pense au vu de ce qu'on a pu voir à l'extérieur, et c'est ce qui est ressorti du rapport qui a été présenté au mois d'avril, c'est que c'est l'outil de travail qui peut être une source de revenus supplémentaires. Donc, j'entends bien les réticences, mais on ne peut pas continuer dans ce pays à faire des rapports, des constats, et pas passer à l'acte. Soit on se dit, c'est un vrai changement de culture, c'est une vraie révolution, entre guillemets, hein, c'est pas non plus... je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a d'autres priorités, mais on a travaillé sur ce sujet-là. Je pense on est dans une période où les clubs sont devant cette situation que vous décrivez, mais de l'autre côté, ceux qui étaient un peu qui étaient souvent sollicités pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y avait des déficits, on allait solliciter les collectivités. Lorsqu'ils voulaient construire un stade, on demandait aux collectivités d'en faire toujours plus. C'est fini. Il faut que les gens se mettent dans la tête que c'est plus possible. Donc, soit on fait rien, et là, on va avoir un risque de voir nos clubs ne plus avoir les moyens de pouvoir lutter sportivement à l'échelle européenne, et je pense que c'est pas ce qu'on veut, ce que personne veut. Soit on leur donne la possibilité, et encore une fois, une des possibilités, c'est avec l'outil de travail qui peuvent organiser. Je pense que les clubs sont en capacité de mettre au sein de leur fonctionnement des personnes qui soient ciblées sur comment mieux rentabiliser et mieux augmenter les recettes d'un équipement comme un stade ou une arène. Il y a une question. Non, mais ici, la réaction en fait, du président par rapport à ces propositions de loi que vous voulez mettre en place, le président, le joueur, les staffs, etc. Vous avez eu l'impression alors, j'ai pas eu de joueur ni de staff, mais j'ai bien senti que les présidents... Aujourd'hui, pour les présidents, c'est un peu la solution de facilité, la collectivité. D'abord, il y a moins de pression qui est fort, il ne faut pas se voiler la face, des clubs, des supporters auprès des élus.
ce qui met des fois les élus un peu en situation délicate. Deuxièmement, remettre en cause un système, c'est toujours un petit peu délicat, mais le message que je veux leur faire passer, c'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. Si vous ne faites pas ça, et on a vécu ce type de situation dans des clubs, alors que, bien sûr, tout à l'heure j'ai cité Le Mans, le Grenoble, on n'est pas encore connu mais ça peut arriver sur d'autres grands clubs. Si demain le partenaire s'en va, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut, voilà. On prend l'exemple de stades qui ont été construits à 100% par la collectivité. Si le partenaire privé avait mis de l'argent dedans, peut-être qu'il ne serait pas parti aussi rapidement du club. Il serait posé la question pour dire, écoutez, j'ai mis 50% d'argent privé dans la construction d'un équipement. C'est pas parce que j'ai des mauvais résultats que je m'en vais. Peut-être que j'ai intérêt à regarder comment je peux réorganiser, réinvestir, comment je peux pour essayer de ne pas perdre cet argent-là. Quand on ne met pas d'argent, on s'en va. Qui c'est qui se retrouve avec le problème sur les bras? C'est la collectivité. Et ça, c'est plus tenable. C'est plus tenable. C'est la vision que j'ai aujourd'hui de la situation des collectivités vis-à-vis du sport professionnel. Je voulais savoir, à vous entendre soutenir la loi, vous êtes focalisé sur les modèles anglais et les modèles allemands. Mais la réalité ici en France est tout à fait différente. En face de nous, nous avons vu un club des nationales qui venait de monter en Ligue 2, donc qui n'a pas pu monter parce qu'il y avait la Direction nationale de contrôle de gestion des clubs qui était derrière. Ce club est relégué aujourd'hui, je crois, en national, en 6e, 7e division. Alors, lorsqu'on compare l'équilibre entre ces clubs, les Anglais, les Allemands, ils ont construit des stades, ils ont modernisé, ils ont mis tout dedans. Donc, c'est-à-dire, ce sont des liens d'équipe. Par rapport à nous, la France a 40 clubs professionnels, 20 en Ligue 1, 20 en Ligue 2. Est-ce que ces clubs qui manquent de moyens, et se voir suspendre des subventions comme ça, comment faut-il faire pour faire évoluer ces clubs qui auront du mal à se construire des stades de cette capacité? Encore une fois, le club qui a été relégué sort d'une commune je crois, une commune de 600 000 personnes. Vous croyez que si ces clubs, je crois, si ces clubs ont un stade, est-ce qu'ils peuvent se rendre rentable en termes de billetterie? Parce que comme vous venez de le dire, le stade est l'outil principal de production des capitaux d'un club. Dans des villes comme ça, avec un club professionnel de Ligue 2, est-ce que ces clubs peuvent produire des capitaux? Les stades peuvent être remplis? La proposition de loi se limite aux clubs, vous l'avez bien vu, qui touchent aujourd'hui 10 millions d'euros par an de droits TV. Donc c'est limité aux clubs de Ligue 1. On ne touche pas les clubs de Ligue 2, qui sont aussi des clubs professionnels, mais cette proposition ne cible pas ces clubs-là. Donc on a bien conscience aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à mes yeux, le fait de pouvoir bénéficier, et quand on dit 10 millions, c'est minimum. Le minimum, c'était Ajaccio qui était à 13 millions d'euros de droits TV par an. Je ne vous explique pas combien touchent les clubs qui sont sur le haut du classement. Par contre, ce que vous dites est intéressant parce que dans la proposition que j'ai déposée, vous avez bien vu qu'il y a aussi, on demande aux ligues de mettre en place des fonds de dotation ou des fondations pour permettre, à mes yeux aussi, de soutenir le sport, ces ligues, des clubs de Ligue 2 qui pourraient avoir des difficultés, pas à construire un stade, mais pour aider à certains équipements. Et de l'autre côté, ce problème au niveau des clubs, comme vous faites référence, qui monte, je crois que aujourd'hui, c'est une question qui aurait dû être abordée bien en amont pour savoir est-ce que le club a une capacité à pouvoir jouer à un tel niveau avec quel équipement. Tout ça, je pense qu'il y a eu c'était plutôt un dysfonctionnement sur l'organisation qui a été mise en place. Mais de l'autre côté, je crois plutôt qu'aujourd'hui, on voit bien les clubs, les équipes montent, ils vont solliciter après pour voir dans quel équipement je dois jouer. À mes yeux, ça aurait dû être la première question. Est-ce que j'ai les moyens, en termes d'équipement et financiers, de pouvoir accéder à un niveau
ça n'a pas été le cas, mais je pense qu'encore une fois, les ligues, et c'est le cas aussi dans les pays étrangers, apportent un soutien aux clubs professionnels, mais alors pas les très gros, mais en Ligue 2 peuvent apporter un soutien sur certains financements d'équipement. Donc, encore une fois, mélangeons pas tout. C'est comme le sport professionnel. Ça a été une remarque que j'ai pris en compte et qu'on a pris en compte avec Stéphane Mazard. Au départ, on présentait l'ensemble des clubs professionnels. On a bien vu que les clubs professionnels, au foot, la Ligue 2, c'est déjà le cas, mais les autres clubs professionnels, le basket, le hand, le volley et le sport féminin encore plus, si on supprime les subventions des collectivités territoriales, tous ces sports s'écroulent. Ça, c'est clair. Mais dans le même temps, quand je vois uniquement les subventions de fonctionnement dans la Ligue 1 de foot, c'est 17 millions d'euros. Mais c'est une goutte d'eau par rapport aux masses financières qui sont brassées par ces clubs en subvention de fonctionnement. Si on rajoute un peu après tous les partenariats, on arrive à une quarantaine de millions d'euros, mais c'est pas quelque chose qui est énorme. Mais ces 40 millions d'euros, au niveau des collectivités, s'il y a des partenariats qui peuvent se faire, s'il y a des investissements, ces investissements peuvent aller vers l'investissement sur les équipements au niveau des territoires, à mes yeux, c'est beaucoup mieux que donner des subventions de fonctionnement à des clubs qui n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, les clubs professionnels peuvent avoir un stade à eux, à côté masse. Mais aujourd'hui, combien coûte un stade? On va dire 100 millions. Sur un stade de 100 millions d'euros. Si il y a une discussion qui a lieu avec la collectivité, qui prend l'hypothèse que la collectivité est propriétaire du stade, je va d'abord falloir discuter du prix. Est-ce que c'est toujours 100 millions? Est-ce que on dit qu'un prix doit vendre Ligue 1? De Ligue 1, oui. Va faire appel. Donc les clubs vont faire appel aux sociétés. C'est ça, non? C'est ce que vous avez dit, aux entreprises. Les clubs, non. Les clubs aujourd'hui ont des partenaires. Alors soit il y a des sociétés ou autres qui sont à la tête des clubs de Ligue 1. On a des exemples aussi bien sur Paris que sur d'autres clubs avec des sociétés qui ont des parts importantes dans les clubs. Voilà. Mais c'est bien les clubs qui seront propriétaires des équipements. C'est pas des sociétés, par rapport à la question de monsieur, à mes yeux, c'est pas les sociétés qui deviennent propriétaires, c'est bien les clubs qui deviennent propriétaires. D'accord, mais je voulais savoir, ces sociétés, ils vont gagner en quoi? Ils vont déjà arriver, ceux qui arriveront en retard, donc déjà, il y en a ceux qui sont installés. Ceux qui arriveront plus tard, ils viendront en termes de partenaires, en termes de propriétaires ayant le départ, ou ils vont gagner comment? Ils vont gagner en termes de véhicules, d'image de marque? Comment vont-ils gagner? Non, mais aujourd'hui, les clubs sont bien... il y a bien des sociétés privées qui sont partenaires des clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, M6, j'en passe, et des meilleurs, qui sont partie prenante et qui sont des actionnaires forts dans les clubs de Ligue 1. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce partenariat existe déjà, mais on voit bien que ça ne suffit pas et il faut qu'on passe à une étape supplémentaire. C'est pour ça que la proposition, c'est bien les clubs qui deviennent propriétaires de leur équipement ou qui signent un bail avec les collectivités. C'est bien le club, parce que le club, lui, restera sur l'équipement, il est figé, l'équipement, il ne va pas se promener. Donc c'est au club c'est le club qui doit être le moteur. Mais au sein de ces clubs, on est bien conscient, et c'est la question qui était un peu posée, c'est qu'il y a des sociétés privées qui sont présentes, mais qui sont présentes dans le club, au sein du club. C'est bien l'identité, c'est le club qui sera le partenaire numéro 1 avec les collectivités. C'est bien une relation entre les collectivités et le sport professionnel qui est représenté par les clubs ou par les ligues dans certains projets. Mais c'est le club. Oui, bien sûr. Moi, je vais comprendre comment la société qui est partenaire au club va-t-elle gagner de l'argent, et gagne en termes de part, parce qu'elle a financé, elle est parmi les associés, mais ou elle va gagner en termes de l'équipe d'image de marque. Aujourd'hui, peut-être l'argent qu'elle met, peut-être qu'elle en mettra peut-être moins si elle développe d'autres ressources à côté. Et deuxièmement, c'est aussi pérenniser son investissement dans le club si elle peut avoir la garantie que ses ressources augmentent.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, les partenaires qui sont dans le foot professionnel ont tout intérêt à augmenter les ressources qui sont liées à l'activité foot pour pérenniser et pour être en capacité de pouvoir être rivalisé en termes sportifs au niveau européen. Donc il faut augmenter le capital. Peut-être qu'elles-mêmes, elles ne peuvent pas le faire, ou elles n'ont pas les moyens, ou elles n'ont pas la volonté politique de le faire. Par contre, s'il y a une augmentation des recettes qui sont liées à l'équipement et qui viennent augmenter les budgets de fonctionnement, elles ont tout intérêt et ça valorisera aussi le club. Et par l'intermédiaire du club, c'est bien les partenaires privés qui sont avec le club qui peuvent aussi en tirer un bénéfice. Donc c'est vraiment, moi je pense que c'est un changement d'évolution et de fonctionnement au sein même des clubs. Ça, je crois qu'il faudrait que ça soit bien coordonné parce qu'en France, à chaque début d'une saison sportive, on trouve toujours il y a des soucis avec les clubs de Ligue 1 des troisième zones qui ont toujours des problèmes avec la Direction nationale des contrôles de gestion, soit ils ont un problème des budgets prévisionnels, soit les dépenses en termes de salaire dépassent le budget. Donc oui, mais est-ce que c'est aux collectivités à payer? Non, mais les collectivités ont quand même soutenu et puis aidé ces clubs à trouver des... Est-ce que c'est aux collectivités à financer? Je dis non. Que les collectivités soient partenaires des clubs par l'intermédiaire de fondations, oui. Qu'on finance des subventions de fonctionnement pour, soit, comme vous le précisez, aller boucler des budgets parce qu'ils sont en déficit, non. C'est fini. Voilà. C'est fini, c'est pas moi qui dis que c'est fini, on ne peut plus. Voilà. Des clubs ne peuvent plus aller taper à la porte des collectivités pour boucler les budgets. Il faut qu'on change de fonctionnement. Alors ça prendra du temps, ça va être compliqué, il y aura de la résistance, mais il faut que les clubs se mettent dans la tête qu'il faut qu'on évolue vers d'autres fonctionnements pour diversifier et augmenter les recettes, et pas celles des collectivités, pas de l'argent public, mais bien de l'argent privé. À présenter au Sénat. Lorsqu'on regarde des clubs comme Evian Tono Gaillard, par exemple, qui n'a pas de fonds, qui n'a pas de stade, donc d'équipement, et qui a du mal à boucler la saison, avec cette commission des lois. Donc, pensez-vous que tout le monde va adopter cette loi ou il y aura de l'opposition? Moi, je sais qu'il y aura de l'opposition terriblement. Expliquez-nous comment faire pour faire passer cette loi, déjà ici, au Sénat, et par la suite aux partenaires sportifs. L'exemple que vous donnez est tout à fait parlant. Est-ce que des clubs comme celui que vous avez cité, Evian Tono Gaillard, peuvent continuer à fonctionner en Ligue 1 sans avoir une augmentation de leurs ressources propres pour leur permettre de pouvoir rivaliser avec l'ensemble des autres clubs de la Ligue 1 et, ce que je leur souhaite un jour, avec des clubs européens? Si on veut donner à ces clubs les moyens de pouvoir être compétitifs à l'échelle nationale, mais surtout européenne, il faut leur donner les moyens de pouvoir augmenter leurs ressources. Et je pense que dans ce projet de loi, il y a un point qui est important, c'est de donner la possibilité aux clubs qui pourraient être propriétaires de leur équipement d'augmenter leurs ressources avec des recettes supplémentaires que celles uniquement de la billetterie, en organisant dans des enceintes sportives, comme ça se fait beaucoup dans d'autres pays, des activités, des salons, des réceptions, des activités sportives, mais aussi culturelles, qui viennent augmenter les ressources du club. D'accord. Concernant les droits télé, je crois que pour cette saison sportive, Canal+ a mis 500 millions pour la Ligue 1, 300 millions pour la Ligue 2. Est-ce que vous connaissez, vous maîtrisez la répartition de cet argent par rapport aux échelons des classements des clubs en Ligue 1 et en Ligue 2? Je peux vous dire, la proposition de loi se limite à supprimer les subventions de fonctionnement des collectivités en direction des clubs de Ligue 1 qui bénéficient d'un droit TV au-dessus de 10 millions d'euros. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le club, la saison passée, qui a bénéficié le moins des droits télévision, c'est Ajaccio, à hauteur de 13 millions d'euros. Donc vous voyez que ça concerne tous les clubs de Ligue 1, touchent plus de 10 millions par an de droits TV. Donc
Est-ce que les collectivités doivent continuer à financer le fonctionnement de ces clubs? À mes yeux, non. Par contre, les collectivités doivent être partenaires de ces clubs par l'intermédiaire de fondations sur des actions d'intérêt général auprès des écoles, auprès des clubs sportifs, dans les quartiers, pour valoriser aussi l'argent public à travers des actions menées par ces clubs sportifs. D'accord, je comprends bien. Monsieur Chavin, je voulais vous poser la dernière question, c'était de savoir, lorsqu'un club est financé par l'argent public, c'est-à-dire par les territoires, que gagne le territoire au bout de la saison sportive? Aujourd'hui, pas grand-chose. Hormis l'image que peut renvoyer le club par rapport à la ville ou au territoire. C'est pour ça que dans cette proposition de loi, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin. C'est que, comme je vous l'ai dit, il faut que les clubs, mais aussi les collectivités, puissent mettre en place des actions qui valorisent le rôle de la collectivité, mais aussi le rôle du club professionnel au sein de la collectivité. Donc c'est par l'intermédiaire d'actions d'intérêt général que cela peut se faire. Il est vrai qu'aujourd'hui, des financements sont apportés par les collectivités sans contrepartie, et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que tous les rapports qui ont été faits, aussi bien au niveau du Sénat que l'Assemblée nationale, que de la Cour des comptes, démontrent que ce système n'est plus durable. Donc il faut qu'on trouve d'autres propositions, c'est celle que je fais par l'intermédiaire d'un partenariat beaucoup plus fort entre les collectivités et les clubs par l'intermédiaire de ces fondations. D'accord, nous soutenons cette loi. Nous espérions que vous allez beaucoup plus peser pour que cette loi puisse passer déjà au niveau du Sénat. Merci. Et puis par la suite avec les partenaires sportifs, parce que là ça ne sera pas le cas, ça sera dur. Donc c'est un combat engagé. Puis, oui. Je sais que vous avez la tonicité, le courage de convaincre. Bon, maintenant, il faut voir comment ça va se passer. Voilà, mais vous savez, ça démontre bien que dans ce pays, tout le monde est d'accord sur les constats, mais personne rarement on veut passer à l'acte. Là, cette proposition de loi, c'est le passer à l'acte pour faire des propositions qui puissent modifier et améliorer le fonctionnement. Partie de ces petits déjeuners de presse où le sénateur M. Michel Savin a donné des grandes lignes pour modifier en fait cette loi qui consiste à financer, à donner la subvention aux clubs professionnels, première division. Donc ils veulent donner la responsabilité aux clubs de s'occuper de leur infrastructure, de leur club, de leur équipement. Donc je crois que ça sera difficile. Alors je vais prendre l'avis d'un responsable qui est un spécialiste en matière professionnelle du football. Hier on était à Clairefontaine, aujourd'hui nous sommes au Sénat, mercredi 24 septembre. Il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense de cette proposition de loi de Michel Savin, que vous avez bien entendu interviewé d'ailleurs. Oui, bonjour Monsieur Roger Bongos. Là nous sommes au Sénat de la République française où Monsieur Michel Savin, sénateur puis président de la commission des lois du sport français, a présenté sa loi qui limite en fait les subventions territoriales aux clubs qui gagne des droits télé excédant 10 millions d'euros. Bon, vous savez, le football français a 40 clubs professionnels, 20 pour la Ligue 1, 20 pour la Ligue 2. La cagnotte des droits télé est répartie de la manière suivante, donc 500 000 euros pour 500 millions pour les équipes de la Ligue 1 et 300 millions pour les équipes de la Ligue 2. Bon, aujourd'hui, vous avez suivi, j'ai posé la question à M. Michel Chavin. Il s'est focalisé sur le modèle anglais. Le modèle anglais, c'est ce qu'on voit en Angleterre, puis en Allemagne. Ces pays ont construit leurs stades en faisant des stades les lieux de vie où on peut trouver l'hôtel, on peut manger, on peut prendre sa douche, on peut retirer l'argent avec sa carte bancaire, ou on peut acheter des produits dérivés. Donc ces stades
produisent beaucoup de capitaux parce que c'est les outils principaux de production des capitaux pour des clubs professionnels. Mais la France n'a pas encore ce niveau. La France, comme elle va organiser la Coupe, l'Euro 2016, elle est en train de construire ce stade. La question s'est posée, amputer aux clubs professionnels ces subventions territoriales. Vous avez suivi, je lui ai posé la question. Prenons les cas d'un club comme Evian Tourneau Gaillard. Ce club n'a pas des équipements. Ce club, donc quand je parle d'équipement, c'est l'outil de production des capitaux d'un club qui est un stade. Ce club n'a pas un budget prévisionnel costaud. Ce club n'a pas d'argent. Et ce club est le dernier de la Ligue 1 professionnelle pour cette saison 2014 et 2015. Si on coupe ces subventions à ce club, est-ce que ce club peut encore vivre? Donc c'est difficile. J'ai dit à M. Savin que ça doit être trop dur. Bon, la loi sera présentée ici au Sénat. Si ça passe au Sénat, mais avec nous, les partenaires sportifs, ça ne va pas passer. Parce que nous avons des soucis. Regarde, je lui ai parlé d'un club qui était en national, qui monte en Ligue des professionnels. Et que on va suivre d'ailleurs cette interview, cette question. Voilà, et ce club n'a pas été accepté de rester professionnel parce que la direction nationale des contrôles de gestion d'un club, le Mouchard, c'est elle qui contrôle les fonds. Qu'est-ce que vous déclarez? Qu'est-ce que vous avez gagné? Quels sont les bénéfices? Donc c'est ça. C'est pour cela que nous avons toujours appelé la République démocratique du Congo à rehausser le niveau de la pensée, à avoir des gens capables de lutter pour la culture, pour les sports, présenter des lois, moderniser. Regarde ici, on parle des droits télé, on parle des subventions, on parle de l'actionnariat et on parle de la collectivité locale. La collectivité locale. Hormis cela, il y a l'actionnariat populaire. Est-ce que les spécialistes du sport en République démocratique du Congo savent comment organiser la mise en place de cet outil de production des capitaux? Donc moi je crois qu'aujourd'hui nous devons suivre le modèle. Nous ne devons pas taper à côté parce que notre modèle c'est le modèle latin. Et le modèle latin c'est la France. Hier nous avons montré le grand modèle du développement de la formation sportive, c'est la France. Je crois que le Congo peut s'inspirer. Voilà, le Congo peut s'inspirer. Vous avez vu, mon cher ami approché à côté de moi. Là, on se rend compte que vous êtes partout. Vous avez montré de l'autre côté, à Clairefontaine, que vous aviez des entrées. J'étais époustouflé de savoir que vous aviez été grandes entrées de cette ampleur-là. Ici, au Sénat, comme je suis accrédité ici, il y avait également ce petit déjeuner ce matin avec Savin. Donc automatiquement, vous êtes conviés pour assister, seul Africain qui a assisté à un petit déjeuner avec la presse, parce qu'il n'y avait que la presse, mais vous avez fait l'exception d'assister à cela pour donner votre avis en tant que spécialiste, en tant que professionnel. Donc en tout cas, bravo de ce travail de lobbying que vous faites pour la RDC, pour que les choses avancent en RDC. J'espère quand vous allez retourner en RDC, il y aura une oreille attentive par rapport à vos doléances. Merci à vous et à très bientôt. Nous sommes le mercredi 24 septembre 2014 à Paris, Sénat, dans l'enceinte du Sénat, où les décisions se prennent, là où la proposition de loi concernant les collectivités locales et les clubs professionnels, cette loi va passer en lecture ici au Sénat, afin que ça soit voté. Si cette loi est votée, alors il y aura des problèmes avec des partenaires dehors. Ils vont peut-être faire la grève pour faire barrage à cette loi, qui est peut-être une loi difficile par rapport au club qui évolue, comme mon ami vient de l'expliquer. Merci à vous. Au parvis du Sénat, nous sommes le 24 septembre 2014 avec Guy-Sylvain Mokonope. C'est un grand homme qui aujourd'hui est en train de travailler pour le Congo. Alors, une question seulement pour le Congo. Vous rentrez au Congo aujourd'hui. Ce que vous avez vu ici, ce qu'on avait fait hier à Clairefontaine, aujourd'hui avec le sénateur Savin qui vous a invité. Dis-moi, qu'est-ce que vous allez apporter en RDC?
Bon, j'apporterai l'expertise de ce qu'on a fait ici. Comme je l'ai toujours dit, les Congos manquent de tout, mais ne manquent pas de tout aussi. Les Congos peuvent s'inspirer parce que les Congos ont des garçons et des filles très outillés, très pertinents, et très compétents, capables de lever les défis partout dans le monde. Moi, je crois que les Congos n'ont pas à rougir de l'organisation, parce que l'organisation, il y a des gens capables d'organiser les choses. Nous devons nous inspirer de la France pour aider notre pays à se développer, parce que notre modèle, comme je l'ai souligné, le modèle est latin, donc même les modèles sportifs, c'est pour cela que j'appelle les dirigeants du pays, les gouvernements, la famille sportive, de soutenir la modernité du sport congolais, qu'on puisse au moins aujourd'hui, pour notre jeunesse, avoir une politique formatrice, avoir un championnat semi-professionnel ou professionnel, avoir des mécénats, des sponsors, avoir la même situation qu'on a ici, des territoires, des collectivités qui aident à porter l'actionnariat. Nous avons des sociétés qui travaillent avec nous ici en partenariat, qu'on peut ramener au Congo pour enrichir les sports congolais. Quand je dis ça, c'est la culture. Nous pouvons aussi instaurer les droits télévision pour commencer à distribuer de l'argent. Parce que l'objectif, c'est de rendre notre sport attractif. Si le sport est attractif au Congo, ça va ouvrir les robinets du tourisme. Les gens viendront voir les Congos, les stades seront pleins. Et puis il faut partir aussi, comme je l'ai toujours dit, nous avons un grand projet. Le projet, nous l'avons présenté à Lubumbashi en 2009. Aujourd'hui, avec notre ami les sénateurs, on vient de travailler encore sur l'enrichissement du projet. Comment construire des stades, comment faire de façon que nos équipes puissent être propriétaires de leur stade. Comme ça, ils vont produire des capitaux, les capitaux propres qu'ils vont distribuer. Donc, aux mécénats, aux actionnaires qui ont investi, parce que l'actionnaire n'investit pas pour rien. Il investit pour gagner. Mais il investit dans quel championnat? C'est un championnat qui est professionnel. Et ce championnat professionnel doit produire des jeunes en termes de formation. Qui dit la formation? C'est la vente et les transferts des joueurs. Si l'équipe nationale n'est pas costaud aujourd'hui, c'est parce que... Monsieur Roger Bongos, je vous dis, les 15 dernières années, le Congo n'a pas produit un grand joueur à part Trésor Mputu. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces joueurs? Il a fini toute sa carrière en RDC, alors que ces joueurs étaient habilités, il avait les moyens d'évoluer en Europe. Donc quel gâchis! Aujourd'hui, on ne forme pas des joueurs, on ne peut pas avoir des grands joueurs, alors que les gens crient après les matchs de Léopard. Oh non, Léopard n'a pas fait ceci. Non, le sport a des grands matchs. Plus précisément, le football a des grands matchs, et des grands matchs sont faits pour des grands joueurs. Nous n'en avons pas des grands. Et pour former, c'est là où on était hier. Les laboratoires à former les corps du football. Hier, on était bien entendu à Clairefontaine. Les laboratoires de former les corps de football et des joueurs capables d'évoluer. Aujourd'hui, la France a changé. Regarde, ils ont compris que... Parce que lorsqu'il y a un laboratoire, on étudie. Ils ont compris que la carrière des joueurs s'est terminée vite. L'objectif aujourd'hui, c'est ils ont travaillé sur ça. On produit un grand joueur de Ligue 1 à 16 ans. Parce qu'il faut que ces joueurs essayent de perdurer. Il a 16 ans. Mais tout ça, nous, on ne peut pas ramener ça chez nous. C'est possible de faire mieux chez nous. C'est pour cela que moi, j'appelle tout le monde à converger. Qu'on puisse avoir l'idée d'ensemble et puis construire. Nous avons les moyens de construire, de faire comme ici, mais je crois que les gens sont tellement dans leur cloisonnement personnel, les autres sont déconnectés. Maintenant, le Congo, c'est un grand pays, nous devons rester sur la vision constructive. Merci. Restons sur la vision constructive avec le rapport de monsieur le sénateur Savin, Michel Savin, qui vient de présenter en fait au petit déjeuner avec la presse comment faire évoluer bien entendu les collectivités locales avec le club professionnel Ligue 1. Voilà, donc nous sortons de ce petit déjeuner de presse, enfin de voir comment les choses peuvent évoluer et la proposition de loi qui est faite pour faire évoluer les choses. Merci à vous.